Bonjour et merci d'être là. Donc, comme Vincent l'a dit, je suis doctorant au laboratoire astroparticules et cosmologie à l'APC, l'APC à l'Université Paris-Cité. Je travaille essentiellement sur la détection d'ondes gravitationnelles avec LIGO, Virgo, que je vais présenter, et puis le futur détecteur Einstein Telescope. Et moi, mon travail consiste essentiellement à faire l'estimation de paramètres des systèmes binaires que je vais présenter, d'étoiles à neutrons ou de trous noirs. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un peu l'histoire de comment sont nées les ondes gravitationnelles. Donc on va parler un peu de gravitation, de voir comment Newton avait défini la gravitation jusqu'à Einstein. Puis on va voir que les ondes gravitationnelles, c'est quelque chose qui n'est pas forcément vieux, c'est une science qui a à peu près une centaine d'années. Puis une fois qu'on aura un peu l'idée de comment ça s'est apparu, on va parler un peu plus de physiquement, qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle, essayer de voir quels sont les types de sources, d'où ça provient. Et puis, je voudrais vous parler d'un ou deux événements marquants qu'on a pu observer dans les dernières années pour introduire à la fin comment on détecte ces ondes gravitationnelles aujourd'hui. Je parle d'interféromètre, on va essayer de définir ce que c'est qu'un interféromètre, donc LIGO, Virgo, les détecteurs actuels, pour finalement parler de la future génération, la troisième génération d'interféromètres, le projet européen Einstein Telescope, et je toucherai 2-3 mots sur le projet américain concurrent. Donc là, voilà, on va commencer avec un peu d'histoire. Donc, on aurait pu remonter très loin pour la gravitation. On va commencer juste avec Newton. Je pense que quand j'étais au collège ou au lycée, on m'a enseigné la gravitation avec les lois de Newton. La plupart des gens, je pense, les connaissent. Ces lois-là ont été publiées dans le Principia Mathematica, qu'il a écrit à la fin au début du XVIIIe siècle, en 1687. Et donc ces lois-là nous ont expliqué la gravitation et la physique pendant des centaines d'années, à tel point qu'aujourd'hui on s'en sert encore. On est capable de décrire avec cette simple formule le mouvement de la Lune autour de la Terre, ou alors expliquer le mouvement d'une balle. Si on jette une balle, on peut expliquer la trajectoire de la balle avec une très très bonne précision. Donc cette théorie relativement simple, qui nous donne la masse des deux objets divisée par le carré de la distance des deux objets, ça nous donne ce qu'on appellerait la force gravitationnelle, force de gravitation. Donc cette loi-là a eu des grands succès. Quelques dizaines d'années plus tard, en 1846, un Français a prédit une nouvelle planète grâce au calcul. Donc il a pris les calculs de Newton, a pris la théorie, a fait des calculs et a vu que les orbites des planètes ne fonctionnaient pas vraiment. Et en ajoutant une nouvelle planète dans le système, on pouvait expliquer ce qu'on observe. Donc par le calcul, il a découvert finalement Uranus. Neptune, une jolie faute. Pardon. L'histoire, c'est pas trop mon truc. Donc bref, ça c'était on va dire la gloire de cette théorie, c'était de montrer que par le calcul, finalement, on peut expliquer et prédire des choses. Mais il y a eu des limites à cette théorie, l'orbite de Mercure. Donc, quand on observait l'orbite de Mercure, on voyait bien que chaque année, si vous voulez, l'orbite se décalait. Et on ne pouvait pas vraiment expliquer ça avec la théorie de Newton. Donc, il y a eu des suppositions. Une nouvelle planète qui se situerait entre le Soleil et Mercure, c'était une solution. Une imprécision de la théorie de la gravitation universelle, c'était aussi une solution, mais ça a occupé les scientifiques pendant pas mal de temps de savoir qu'est-ce qui se passe. Et donc, quelqu'un est apparu, quelqu'un qu'on connaît plutôt bien, c'est Albert Einstein, qui, lui, a proposé une nouvelle théorie qu'on connaît plutôt bien, c'est la relativité restreinte, en 1905, puis la théorie générale en 1915. Et cette théorie-là a permis de solutionner le problème de l'orbite de Mercure. Et donc, je vais présenter un petit peu cette théorie juste après. Donc, en 1915 arrive cette théorie, et c'était une grosse révolution pour la physique et la compréhension de notre univers, parce qu'il a vraiment une nouvelle approche de la gravitation. Donc là, on arrive à début des années 1900, et à partir de cette théorie-là, on a pu extraire énormément de nouvelles choses, comme les trous noirs, des nouvelles possibilités, et dont quelque chose qui est apparu, ce sont les possibilités de ce qu'on appellerait les ondes gravitationnelles.
Donc en 1916, ce serait la prédiction des ondes gravitationnelles depuis la théorie de la relativité générale. Petite histoire intéressante, c'est qu'en 1936, Einstein a écrit un article où il réfute l'existence des ondes gravitationnelles. Ça serait juste un artefact mathématique dans la théorie. L'article a été envoyé à un journal où il y a un comité de lecture qui va reviewer l'article et donner son aval pour le publier. L'article d'Einstein a été refusé pour quelques erreurs. Un peu vexé, il n'a jamais voulu publier son article. Et quelques années plus tard, après correction, il a pu publier son article en disant que les ondes gravitationnelles existent bien. Donc il est passé à côté d'une belle boulette. Un moment marquant dans les ondes gravitationnelles, c'est la Chapel Hills Conference. Donc en 1957, donc bien une quarantaine d'années après la publication de la théorie, un groupe de scientifiques qui travaillent dans la gravitation se sont réunis aux États-Unis et ont vraiment discuté des ondes gravitationnelles et se sont dit que ce serait quelque chose de vraiment intéressant à observer, même si, comme on va voir, c'est un phénomène qui est très 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 petit et qui, dans les années 30, était de la science-fiction. Donc c'était quasiment impossible de détecter des ondes gravitationnelles. Mais dans les années 60, on s'est vraiment intéressé à ça et on a commencé à mettre en place les premières expériences. Donc on arrive en 59 et on a commencé avec la première expérience qui s'appelle les barres de Weber. Donc les barres de Weber, c'était vraiment la première expérience pour détecter une onde gravitationnelle. C'était quelque chose de relativement simple. Donc là, on voit un scientifique travailler sur la barre de Weber. C'est juste un énorme cylindre de 2 mètres. Et quand une onde gravitationnelle passe, le cylindre est censé vibrer. Donc ils avaient installé 2 barres, une dans l'État de Washington et une à Chicago. Et ils attendaient que l'onde gravitationnelle fasse vibrer la barre de Weber. Et l'idée d'avoir deux détecteurs, c'était si un vibre, et si les deux vibrent en même temps, ça nous permet d'être quasiment sûr qu'on a une vraie observation et pas seulement du bruit, parce qu'un tremblement de terre dans un des états et pas dans l'autre. Donc c'était la première approche. Il a publié des résultats qui ont été réfutés. Donc ça n'a jamais vraiment donné grand-chose, mais c'était les premiers essais. Après, on arrive en 1974. Donc là, on n'avait toujours pas détecté d'ondes gravitationnelles. On est toujours dans la théorie. On estime que ces choses-là existent, mais on n'en a aucune preuve. Et donc en 1974, Hulse et Taylor observent un pulsar binaire. Donc c'est 2 étoiles qui émettent des ondes radio. Et ont observé que ces 2 étoiles se tournent l'une autour de l'autre, mais la période d'orbite elle est de plus en plus courte. Donc les 2 étoiles se rapprochent. Et donc ça, c'est les petits points qu'on voit. On voit qu'en fonction des années, la période diminue. Donc elle tourne de plus en plus rapidement. Et c'était quelque chose d'un peu curieux. Et on a pu l'expliquer en mettant cette ligne-là. Ils se sont dit, mais en fait, cette décroissance de la période pourrait s'expliquer par l'émission d'ondes gravitationnelles. Donc ils ont pris les calculs, ils ont fait les calculs avec les observations qu'ils ont eues, et ils ont vu que la courbe noire fit exactement les points. Donc c'est la première fois qu'on a pu se dire, ah, la décroissance de l'orbite ici vient de l'émission d'ondes gravitationnelles. Donc on n'a pas observé les ondes gravitationnelles, mais on a observé un effet secondaire au final. Donc là, ils ont eu un prix Nobel pour cette observation. Ils ont mis en évidence la présence d'ondes gravitationnelles. Donc ça a été un premier pas dans cette science. Et donc après, on arrive un peu en parallèle, dans les années 1963, les années 60-70, on développe les premiers interféromètres de Michelson. Donc là, à droite, vous avez l'interféromètre européen, Virgo, à côté de Pise. Donc on a développé dans les années 70 le premier à Malibu, aux États-Unis. Et dans les années 70, un physicien a designé les premiers plans sérieux d'un interféromètre pour les ondes gravitationnelles. Donc, là, je ne fais que le côté historique. Je vais expliquer en détail comment fonctionne un interféromètre. C'était juste pour donner un peu la timeline de comment l'histoire a fait les ondes gravitationnelles. Donc à partir de ces détecteurs-là, bien plus sérieux que les barres de Weber, on a pu commencer à croire en la détection un jour d'ondes gravitationnelles. Donc ça, c'est une photo, pareil, d'un des détecteurs, un autre détecteur qu'aux États-Unis. Celui-là, c'est celui qui est en Louisiane, donc à Livingston.
Mais je vais détailler juste après comment il fonctionne. Mais avant ça, c'est important, je pense, de décrire ce que c'est qu'une onde gravitationnelle. Enfin, du moins, je vais essayer de le faire avec un laps de temps assez court. Et on va voir le type de source. Donc ici, on a 3 vraies photos de sources d'ondes gravitationnelles. Un paramètre va les lier, et je vais essayer de vous expliquer tout ça. Donc, retour à la relativité générale, retour avec la théorie. L'idée, ce n'est pas de vous expliquer exactement comment fonctionne cette équation, parce qu'elle peut être très belle, mais en même temps très très compliquée. C'est un peu le pilier de la relativité générale. Donc à gauche, je ne sais pas si c'est très lisible, vous avez un membre de gauche jaune et un membre de droite rouge. Et on voit qu'ils sont reliés par un égal. Et tout simplement, ce qu'on peut y voir ici, c'est que cette chose-là va décrire la géométrie de l'univers, de l'espace et du temps. Donc on a, dans ce qui se cache par derrière, c'est ça, c'est toute la géométrie. Et à droite, vous allez avoir la distribution de la masse et de l'énergie. Bon, pas besoin de comprendre plus. Ce qu'il faut y voir, c'est qu'à gauche, on a la géométrie qui va déterminer comment déterminer la distribution de la masse et de l'énergie dans l'univers, et l'inverse. La masse et l'énergie va déterminer la géométrie de l'univers. Donc il y a une phrase qui résume plutôt bien de John Wheeler. La matière dicte à l'espace-temps sa courbure, et l'espace-temps dicte à la matière son mouvement. Donc concrètement, ce qui se passe, si on prend par exemple l'image qui est ici, disons que c'est une étoile ou le Soleil, eh bien, ce Soleil va avoir une masse, et cette masse va déformer la géométrie de l'univers. Donc comme on voit ici, on voit le Soleil en jaune, et on voit cette nappe qui représente l'espace-temps, qui va être déformée sous la masse du Soleil. Donc cette courbure-là explique, dans la relativité générale, explique que le phénomène de gravitation vient de la courbure de l'espace-temps, et tout vient à peu près de cette équation. Donc l'idée ici, c'est de comprendre que la masse, plus on est massif, plus on a de la masse, plus on va courber l'espace, plus on va créer un puits dans l'espace-temps comme ça. Et si on jette une petite bille, vous pouvez imaginer que la bille va se mettre à tourner dans le trou, et c'est comme ça qu'on décrit la gravitation. Mais cette courbure aussi, si on a 2 objets, par exemple ici 2 étoiles, dans le cas ici 2 étoiles à neutrons, qui se tournent autour, quand elles sont en mouvement, elles peuvent créer cette courbure, mais la propager. Et la propager en forme d'onde. Et donc en fait, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une onde gravitationnelle. C'est la déformation de l'espace-temps en fonction du temps qui se déplace sous forme d'une onde. Donc une sinusoïde relativement simple. Donc ça, c'est pour le côté théorique de l'onde gravitationnelle. Et nous, ce qu'on essaie de détecter, c'est cette variation dans la géométrie de l'espace-temps. Donc, on pourrait se poser la question, si 2 étoiles qui peuvent être très massives se tournent l'une autour de l'autre, est-ce que ces variations dans l'espace, la variation de la géométrie, va être très grande ou très petite? Donc en fait, tout simplement, on va voir ici, par exemple... Alors attendez, parce que ça c'est censé bouger. Ça ne bougera pas. Alors il faut imaginer que cette sphère, ce cercle ici va être dilaté dans la hauteur, comme ça, et puis dilatée dans la largeur, et ça va faire comme un peu un effet chewing-gum, elle va se dilater et se contracter. Et on voit ici que ça va se dilater d'un petit delta L, et l'amplitude de l'onde gravitationnelle va être juste le rapport du delta L sur le grand L. Je vais vous montrer après la taille que ça représente, et dans les détecteurs, on parle de quelque chose d'une taille de à peu près 23 zéros derrière la virgule. Donc la dilatation du petit Yoda ici est démesurée, mais c'est pour comprendre l'idée qu'on va la contracter dans un sens, puis la dilater, puis la recontracter, puis la dilater, avec une infime variation au final. Donc là, c'est pour se donner une idée. Ici, vous avez par exemple 1 mètre. Un cheveu, c'est à peu près 10 puissance moins 4 mètres. Donc on va diviser 1 mètre par 10 000. Vous avez l'épaisseur d'un cheveu. Vous prenez un cheveu, vous le divisez par 100. Vous avez grosso modo la longueur d'onde de la lumière. Vous divisez ça par 10 000, vous avez la taille d'un atome. Vous divisez ça par 100 000, vous avez la taille du noyau. Et vous divisez encore ça par 1000 et vous avez l'amplitude d'une onde gravitationnelle à 10 puissance moins 18. C'est 2 trous noirs qui fusionnent. Donc ça, c'est les ondes gravitationnelles les plus grosses qu'on puisse
les plus grosses qu'on détecte sont par 2 trous noirs, et on verra qu'on descend encore bien plus bas que ça avec les étoiles à neutrons. Donc c'est des variations infimes. Personnellement, je trouve toujours ça impressionnant qu'on arrive à détecter des choses de cette taille-là quand on voit la complexité des détecteurs. Donc, maintenant, on pourrait se poser la question, ces variations de la géométrie, qu'est-ce qui les crée? Donc, on va commencer par les naines blanches. Ce sont des petites étoiles. C'est grosso modo entre 0,2 et 1,3 masse solaire. Donc, ça fait masse solaire, c'est la masse du Soleil. Et on catégorise les étoiles en masse solaire. C'est plus facile que parler en millions de kilos. Donc ça, c'est une petite étoile, plus petite que le Soleil. Le diamètre proche de celui de la Terre, donc on est sur une étoile très dense. Donc avec, c'est coupé, mais alors c'est une masse volumique environ de 1000 kg par centimètre cube. Ça représente à peu près un éléphant dans une cuillère. Donc si vous prenez une cuillère de la matière à la surface de l'étoile, vous allez avoir un éléphant. Et petite chose assez drôle sur cette image, l'étoile à neutrons, elle n'est pas là, elle est là. C'est le petit point ici, et ça c'est son compagnon. Donc ça c'est une des sources donc, gravitationnelles. La deuxième, celle sur laquelle moi je travaille principalement, sont les étoiles à neutrons. Donc c'est des étoiles un peu plus massives, ça va de 1,4, une masse solaire disons à 3,2 masses solaires. C'est des objets qu'on ne connaît pas vraiment bien, donc ces valeurs-là sont encore assez floues, mais grosso modo c'est ça. Le diamètre c'est 10 km, c'est Paris intramuros, et la masse volumique c'est 10 puissance 11 kg par centimètre cube. Il me semble que c'est à peu près tout le poids de tous les humains dans une cuillère. Donc là on a atteint des stades très très denses, la matière qu'on connaît aujourd'hui sur Terre, dans l'étoile, la matière qu'on connaît, elle n'existe quasiment plus. On est sur des matières à base de neutrons et des choses qu'on ne comprend pas vraiment dans le cœur. C'est vraiment un sujet de recherche qui est assez neuf. Et donc après, on arrive au stade supérieur, qui est le trou noir. Donc ici, on va catégoriser les trous noirs en 3 catégories. On a les premiers, les trous noirs stellaires, qui vont de 50 à... ici, on a écrit 10, mais c'est l'ordre de grandeur. Ça va de 5 masses solaires à 50, 60 masses solaires pour les plus gros. Et après, on a les trous noirs intermédiaires, donc d'une centaine de masses solaires à 10 000 masses solaires. Puis les trous noirs supermassifs, de 10 puissance 6 à 10 puissance 9 masses solaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les missions dans lesquelles je travaille, donc LIGO, Virgo, on s'intéresse essentiellement aux trous noirs stellaires, qui va de 5 masses à 60 masses solaires. Les trous noirs intermédiaires, on n'en a jamais vraiment observé encore. On estime qu'ils existent, mais on n'a pas vraiment d'observation de ces objets. Et les trous noirs supermassifs, on en observe, mais avec d'autres types de missions. Et puis là, vous avez cette image, je pense qu'on a tous vue, de M87, avec la première image d'un trou noir faite ici par le Event Horizon Telescope. Donc nous, on va s'intéresser surtout à ces petits trous noirs. Donc, bon, il n'y a pas beaucoup de calculs, mais celui-là était assez important. Ces 3 objets, donc ces 2 types d'étoiles et ce trou noir, sont reliés par quelque chose qu'on appelle la compacité. J'ai bien mentionné que ces étoiles étaient pas très massives, mais très denses. Et nous, on utilise surtout un autre critère qu'on appelle la compacité, et qui est juste le rapport de 2 valeurs, qui est le rapport de ce que je vais définir le rayon de Schwarzschild et le rayon de l'étoile. Donc le rayon de l'étoile, j'ai montré, c'était à peu près une dizaine de kilomètres. Mais alors le rayon de Schwarzschild, c'est un peu particulier. C'est surtout connu pour les trous noirs. Comme je vous ai montré juste avant, un trou noir, il va courber l'espace et le temps, et donc ça va former un espèce de puits comme ça dans l'univers. Et il y a un endroit très particulier qui s'appelle l'horizon des événements, qui a le cercle jaune. Donc si vous voulez, plus on s'approche d'un trou noir et plus il va nous attirer. Et sauf qu'il y a un moment, si on passe une certaine distance, on ne pourra plus jamais s'en sortir. On n'a pas atteint le cœur du trou noir, donc ici la singularité, mais on est tellement proche que même la lumière ne peut plus s'en sortir. Et donc vous avez beau dépenser toute l'énergie possible, vous ne sortirez jamais de ce trou. Et donc le rayon de Schwarzschild, tout simplement, c'est le rayon du cercle qui représente l'horizon des événements. Donc ça, on peut le calculer. Et quand vous avez le rayon de Schwarzschild, vous le divisez par 2 fois le rayon de votre objet, et ça vous donne la compacité. Et cette compacité-là, plus elle est élevée,
plus vous allez émettre des ondes gravitationnelles. Donc par exemple, vous pouvez faire le calcul, vous pouvez prendre votre poids, votre diamètre, vous pouvez calculer votre compacité, et vous verrez que si on vous compresse assez, on peut vous transformer en trou noir, mais qui sera infiniment petit. Si on compresse la Terre, il me semble que si on compresse la Terre dans la taille d'une noix, ça deviendra un trou noir. Donc ça se donne par ce genre de calcul. Donc tous ces objets que je vous ai montrés ont une compacité élevée, et donc chaque objet qui a une grande compacité est apte à émettre des ondes gravitationnelles. Donc là, je voudrais vous parler d'un des premiers événements. Donc, je vous ai montré 1916, la théorie, 1936, on avait des doutes. On arrive à la conférence de Chapel Hill où on se dit il faut qu'on fasse quelque chose pour les détecter. On arrive en 2015, donc 100 ans plus tard, les détecteurs fonctionnent, plus de 10 ans de calibration sur les appareils, et 14 septembre, premier signal qui s'avère d'être une vraie détection. Donc là, ça, c'est les deux résultats du papier scientifique qui peuvent faire un peu peur, mais que je vais expliquer. Donc à gauche, vous avez l'événement qui s'est passé. Vous aviez deux trous noirs, ici, qui se tournent autour et qui vont émettre une onde gravitationnelle, comme je vous montrais dans la vidéo. Donc vous avez l'onde ici, qui est très propre. Et puis les deux trous noirs perdent de l'énergie. Le système perd de l'énergie, les deux objets vont se rapprocher et tourner encore de plus en plus rapidement. On voit que la fréquence ici, elle augmente, les pics sont de plus en plus proches. Puis on arrive dans cette phase très incertaine où les deux trous noirs vont être si proches qu'ils vont commencer à fusionner, s'arracher, et on voit du coup l'amplitude qui monte, puis plus rien. Et là, au final, c'est quand les deux trous noirs ont fusionné, et bien on se retrouve avec une espèce de grosse sphère qui va vibrer et puis arriver à un état calme. Donc ça, c'est les modèles qu'on a. Donc la théorie de la relativité générale nous permet de créer ces modèles via le calcul. Et puis, ce qui s'est passé le 14 septembre, c'est qu'on a détecté ceci dans l'État de Washington et le signal bleu en Louisiane, à Livingstone. Et ce qu'on voit, alors je ne sais pas si on voit très très bien, mais ici vous voyez un peu de roux vert ici, c'est que le modèle ici colle parfaitement avec ce qu'on a observé. Et donc si on prend cette chose-là, qu'on fait la soustraction, on voit qu'il ne reste plus rien. Donc ça va nous apprendre que le modèle qu'on a ici de calcul nous donne prédit exactement la fusion de deux trous noirs. Donc c'est comme ça qu'on fait la détection, on compare le signal reçu avec les modèles que l'on a, et on voit que finalement, c'était la fusion de deux trous noirs. Donc ici, vous avez pareil, vous avez l'image de la détection. Donc ici, vous avez le temps, vous voyez que c'est quelque chose de très rapide, on parle de moins d'une demi-seconde. Et vous avez ici, alors l'emblème des ondes gravitationnelles, c'est cette vague, cette virgule qu'on va appeler le chirp. Et donc ce chirp ici, donc là c'est la fréquence. Vous voyez en fait la fréquence qui augmente plus le temps passe. Donc c'est exactement ce que vous avez là. Le temps passe, avance, et puis on voit que la fréquence les pics se rapprochent, du coup votre fréquence augmente. Donc ça, on s'est amusé. C'est pas très utile, mais on l'a converti en son. Et vous voyez l'onde qui arrive. Et ça fait le bruit d'une goutte. Quand ça arrive, la fréquence qui augmente. Donc ça, c'est le bruit de deux trous noirs qui fusionnent. Donc c'est intéressant de convertir ça en son. Ça donne une meilleure idée de ce qui se passe. Et donc cette virgule, oui, c'est ce qu'on appelle la chirp. Et en physique, du coup, on utilise ce qu'on appelle la chirp mass. Et c'est un des éléments caractéristiques des trous noirs. Des fusions d'objets compacts, donc de la détection gravitationnelle. Donc un deuxième événement qui a été vraiment important et qui me tient à cœur, parce que je passe mes journées à travailler sur celui-là, c'est GW170817, donc 17 août 2017 tout simplement. Ça a été la première fois qu'on détectait la fusion de deux étoiles à neutrons, mais c'est surtout la première fois qu'on détecte via une onde gravitationnelle la fusion de deux étoiles à neutrons, qu'on arrive à estimer la position dans le ciel avec une certaine marge d'erreur. Donc c'est ce que vous avez ici en jaune. Alors ça représente le ciel. Et donc on s'est dit, on a eu une onde gravitationnelle. Par des méthodes de calcul, on arrive à se dire, ça vient à peu près de par ici dans le ciel. Donc ça, c'est la zone jaune. Donc il y a aussi une partie là, parce que le ciel est symétrique. Et après, on a réussi à prédire, finalement, ça va être que la petite zone verte. Et ce qui a été assez intéressant avec cet événement, c'est que Fermi,
une mission qui travaille dans les rayons gamma, donc un satellite qui regarde les rayons gamma, a lui aussi pu observer juste ici l'apparition de ce petit point ici. Et donc ça a été l'émission gamma de la fusion d'étoiles à neutrons. Donc c'est vraiment ce qui nous intéresse particulièrement en faisant la recherche d'ondes gravitationnelles, c'est d'avoir ce type d'événement-là, où on a une détection gravitationnelle avec LIGO Virgo, et une des détections dans d'autres bandes de fréquences, donc rayons X, rayons gamma, ou voire dans l'optique. Donc voilà, et, ça nous a permis de très vite déterminer que ça venait de cette galaxie-là, NGC 4993. Donc à partir de cette observation, on a pu essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce système-là. Donc moi, mon travail consiste à extraire tous ces paramètres. Donc là, par exemple, à partir de l'onde que je vous ai montrée, on peut en extraire que ces deux objets, de à peu près 1,36 à 2,26 masses solaires, et un objet de 0,86 ou 1,36 masses solaires. Donc ça, si je fais écho au slide que je vous ai montré, ça tombe parfaitement dans les masses d'une étoile à neutrons. Donc on estime qu'on a eu la fusion de deux étoiles à neutrons. Et là, vous avez, bon, ça ne paraît pas très bien à l'écran, mais ici, vous avez plusieurs caméras de plusieurs observatoires qui ont vu le même événement apparaître. Et donc ça a été la première fois qu'on avait un événement multi-messager. Et chose très intéressante, c'est que, hormis comprendre mieux la physique des étoiles à neutrons, comprendre la physique des trous noirs, ce type d'événement nous permet aussi de nous renseigner sur la cosmologie, donc sur disons, l'univers lui-même, et c'est la première fois qu'on a pu mesurer la vitesse d'une onde gravitationnelle. Est-ce que c'était la vitesse de la lumière? Un petit peu moins, un peu plus, on en doute. Mais est-ce que les ondes gravitationnelles allaient moins vite que la lumière? Eh bien, on a pu le mesurer. Donc ici, vous avez encore la fameuse chirp qui correspond à la fusion des deux étoiles. Donc là, j'arrive même plus à lire les axes. Mais alors, c'est un événement qui est plutôt assez rapide. Ça peut prendre, pour les étoiles à neutrons, ça peut prendre, ici, on doit avoir à peu près 1 ou 2 minutes. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'ici, du coup, là, on voit la fréquence qui augmente, puis plus rien, puisque les deux étoiles ont fusionné, puis il n'y a plus de signal. Mais ce qu'on peut comparer, c'est de voir qu'ici, on doit avoir Intégral, qui est une mission, c'est un satellite dans l'espace qui observe, alors si je ne dis pas de bêtises, il a 100 keV. Donc ici, il doit regarder les rayons X, et puis après, on doit avoir des émissions gamma. Et on voit ici qu'on a un pic, ici, à 2 secondes après la fusion. Et à partir de là, on a pu, paradoxalement, estimer que la vitesse des ondes gravitationnelles, c'est la vitesse de la lumière. Donc, prouver que les ondes gravitationnelles vont à la vitesse de la lumière, consolider notre confiance, disons, en la relativité générale, et surtout, certains théoriciens travaillent sur des théories de la gravitation modifiée, donc des nouvelles théories de la gravitation, et certains scientifiques pensaient, bon, ma théorie fonctionne que si les ondes gravitationnelles vont moins vite que la lumière. Et donc, cette mesure-là a mis à mal pas mal de théories alternatives. Donc, maintenant, bon, j'espère avoir été à peu près clair sur, grosso modo, ce que c'est qu'une onde gravitationnelle, le type de source, la compacité. Je vous ai présenté 2 événements, mais ce que je voudrais surtout m'intéresser, c'est de vous expliquer comment on détecte ces ondes gravitationnelles, comment on détecte ces fusions de trous noirs, ces ondes. Donc, on a mis en place ces interféromètres. Donc ici encore, c'est Virgo, juste au sud de Pise. Et donc, on voit les bras ici, 2 grands bras, c'est 4 km. Je vais vous montrer, ça fait 3 km. Ça, c'est l'intérieur d'un des bras de Virgo. Et donc, on utilise un principe qui est relativement simple. C'est ce qu'on appelle l'interféromètre de Michelson. Donc ici, je vais vous montrer à peu près comment fonctionne un interféromètre très simple. L'idée, c'est d'envoyer un faisceau laser. Ça va peut-être aller vite. Alors, attendez, je peux faire pause, j'imagine. Tac. Donc, on tire un laser. On va y arriver. Ouais, mais je crois que la souris, elle n'est pas alignée avec... Bon. Ici, on a une source laser. Ici, on a un séparateur de faisceaux. C'est comme un miroir qui va couper un faisceau lumineux en 2. Puis, on a un miroir à droite, puis un miroir à gauche, exactement à la même distance. Donc, on va avoir 2 bras, disons un bras
X et un bras Y, séparés on va dire, de 90 degrés. Donc l'idée est assez simple, on va envoyer un faisceau qu'on va séparer en deux. Le faisceau va taper les miroirs, revenir et taper ici sur un photodétecteur, donc taper sur un appareil photo grosso modo. Quand une onde gravitationnelle va passer, elle va faire varier, je vous ai dit, la géométrie de l'espace, et donc va dilater et contracter un bras, puis va contracter et dilater l'autre. Et donc la lumière, dans chaque bras, ne va pas parcourir exactement la même distance. Il y aura une infime variation de la distance. Donc là, vous voyez, là, ça passe, les deux bras, une onde gravitationnelle passe, les bras vont vibrer, et ici, on va avoir une variation de lumière. Et cette variation de lumière va être expliquée ici. Donc ici, vous avez la longueur d'onde, la lumière sous forme d'une onde qui se propage. Elle va taper le miroir, elle va revenir. Si les deux bras font exactement la même taille, on s'arrange pour que l'onde ici va compléter l'autre onde. Et ce qu'on appelle si vous voulez, ici, vous avez du plus, vous avez du moins, vous allez avoir votre signal ici, vous allez avoir pas de lumière. Et si les deux bras se décalent, vous allez avoir, l'onde jaune ne va pas détruire l'onde bleue et vous allez avoir un peu de lumière. Et donc c'est de cette façon-là qu'on arrive à détecter ces infimes variations dans les bras. Et c'est comme ça qu'on arrive à mesurer des variations de 10 puissance moins 20 mètres. Donc ça, c'est le principe de base de l'interféromètre. Et nous, on a poussé ces objets à l'extrême, donc pas juste quelques mètres sur une table dans un laboratoire de physique. On a poussé ça à l'extrême, et maintenant, à Virgo, on a des bras de 3 km. Donc là, on a un laser de 3 km qui va taper un miroir jusqu'ici et va revenir ici. La même chose ici. Et puis, on va avoir des détecteurs, un détecteur ici qui va nous permettre de voir si on voit ce point lumineux qui va apparaître sur le capteur lorsqu'une onde gravitationnelle passe. Et à droite, vous avez la même chose, vous avez un des bras de Livingstone en Louisiane, et les Américains font toujours un peu plus grand que tous les autres, et du coup, c'est 4 km chez eux. Donc là, la petite vidéo que je vous ai montrée, c'était, disons, un modèle simple avec 3 miroirs et un séparateur de faisceaux. Il faut s'imaginer que dans la vraie vie, c'est dur de détecter quelque chose qui fait une variation de 10 puissance moins 20, et donc il va falloir s'isoler d'énormément de bruit. Par exemple, les miroirs qu'on va avoir ici vont être sous une énorme structure avec 7 poids ici qui vont être des pendules. Parce que si vous avez un tremblement de terre sous le détecteur, le miroir va bouger, et il va clairement bouger plus que 10 puissance moins 20 mètres. Donc il va falloir s'isoler de tous les bruits sismiques. Il va falloir s'isoler des bruits humains qui sont autour. Un tracteur à 3 km du détecteur, on va le voir. Un nuage qui passe au-dessus du détecteur, on le sent. Une claque qui porte, on le sent. La climatisation dans les salles, on sent que ça fait bouger le miroir. Donc il faut des systèmes très complexes qui permettent d'isoler des bruits sismiques. Donc ici, vous avez une vraie photo de la colonne. Donc ça fait 7 mètres de haut pour un miroir qui fait à peu près 40 kg. Donc pareil, il va falloir aussi, je vous ai montré le laser, il va falloir un laser très très stable. Donc là, ça, c'est pas forcément mon travail de développer les lasers, mais des gens à l'APC, dans mon labo, développent ce genre d'expérience où ils vont stabiliser les lasers pour avoir un laser très pur, sans vraiment de variation, pour être sûr que si on mesure quelque chose, ce n'est pas juste l'alimentation qui va varier du laser, mais que c'est bien une onde gravitationnelle. Et ici, vous allez voir que vous avez un opérateur à côté d'un des miroirs dans un des bras, donc ça fait à peu près 40-50 cm, il me semble, les miroirs sur Virgo. Et donc tout ça, c'est dans des cavités sous vide pour aussi éviter la poussière. Si la moindre poussière passe dans le faisceau laser, ça va faire une variation. Et cette variation-là, il ne faut pas la confondre avec une onde gravitationnelle. Donc maintenant, je vais vous parler un peu du... Donc, je vous ai montré surtout les photos de Virgo. Donc j'aurais dû peut-être être plus précis. On a 3 détecteurs actuellement qui fonctionnent. On travaille en collaboration. Donc on a Virgo à Pise. Et on travaille avec les Américains qui ont LIGO, donc le LIGO en Louisiane et le LIGO dans l'État de Washington. Et les interféromètres, c'est des machines, disons, assez sensibles et assez coûteuses.
Et donc, on ne va pas les faire fonctionner. Ils ne fonctionnent pas depuis 10 ans non-stop. On fonctionne par run d'observation. Donc, la première fois qu'on a observé, c'est dans les années 2015. Je vous ai montré la première détection. Donc, on observait à une distance qu'on appelle des mégaparsecs, contre 80 mégaparsecs. Donc, 1 parsec, c'est à peu près 3 années-lumière. Donc là, on est à 10 puissance 6, 80 fois 10 puissance 6 années-lumière. Donc, on observe relativement loin. Donc, le premier run d'observation était O1, O2, O3 était dans les années 2020, et aujourd'hui, on est en plein milieu de O4. On a recommencé O4 le mois dernier. Donc, on a eu une trêve, et là, on est dans cette partie-là. Donc, on voit qu'on a ces 2 détecteurs LIGO qui fonctionnent, le détecteur Virgo, et on a nos amis japonais qui sont un peu loin derrière, mais qui utilisent une autre technologie. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont un peu plus de mal à observer que les détecteurs européens et américains. Donc ça, c'est notre plan d'observation. On a observé pendant 9 mois. On a eu une trêve autour de janvier. On a repris pour 9 mois. Et puis, on pense arrêter en fin 2025 pour après optimiser le détecteur, changer des pièces, essayer d'avoir des sensibilités beaucoup plus élevées. Comme vous voyez ici, comme je vous dis, on est à 150 mégaparsecs de distance. On voudrait arriver à 240, voire 325 mégaparsecs d'observation. Et bon, pour Virgo, il faudra voir ce qu'on peut faire. Mais donc, on observe, voilà, pour les 9 prochains mois, il y a O5, et vous voyez, il n'y a pas de post-O5 ici. Et on arrivera à fin 2030, ce qui me permet de vous introduire le sujet de cette conférence, qui est le projet Einstein Telescope, et qui se veut du coup la 3e génération d'interféromètres pour la détection d'ondes gravitationnelles. Donc c'est un projet européen qui lie les Italiens, les Français, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Et donc ce sera un projet qui verrait sa première lumière, théoriquement, en 2035. Et ce projet-là, je vais essayer de vous présenter maintenant un peu ses caractéristiques physiques et surtout les enjeux de qu'est-ce qu'on voudrait observer avec ce détecteur. Donc, pour faire simple, on voudrait partir sur une configuration triangle, et puis l'interféromètre que je vous ai montré avec un bras X et un bras Y, on va avoir un triangle avec des bras de 10 km. Chaque paire de bras, par exemple si vous prenez le bleu, va être un interféromètre. Donc, dans cette configuration triangle, vous mettez 3 détecteurs, le rouge, le bleu et le vert. Et ce détecteur-là sera un peu particulier. Dans chaque interféromètre, vous en aurez 2. Celui en pointillé et celui en rouge. Un qui va observer les basses fréquences et un qui va observer les hautes fréquences. Donc on est sur une toute nouvelle configuration, une nouvelle technologie qui va aussi nous demander de refroidir l'appareil à 10 à 20 Kelvin. Donc ça va être un énorme enjeu technologique. Et pour ajouter encore de la complexité, comme il y avait sur l'image d'avant, il ne sera pas sur Terre, il sera sous Terre. Et il va être en moyenne à entre 200 et 300 mètres sous le sol. Donc il va falloir fabriquer ces énormes cavités, ces énormes tunnels bien droits, poser dedans 6 interféromètres sous vide. Ça n'a jamais été fait et c'est un énorme enjeu technologique. Donc aujourd'hui, on ne sait toujours pas où il va être. Sujet de grande discussion, est-ce qu'il va être en Sardaigne? Est-ce qu'il va être au nord, en Allemagne ou à côté des Pays-Bas, un peu sur la frontière? Ça, on saura à peu près l'année prochaine, savoir où on peut le mettre. Un des plus gros critères, ça va être le bruit sismique. On va essayer de ne pas le mettre à côté de plaques tectoniques ou d'un volcan ou des endroits où on connaît un bruit sismique. Donc là, aujourd'hui, on est en train d'étudier les bruits sismiques de chaque zone pour essayer de trouver là où il sera le mieux placé et puis aussi qui a le plus d'argent pour le financer. Voilà. Donc ici, maintenant, pourquoi Einstein Telescope? Pourquoi pas garder Virgo et puis continuer d'observer avec Virgo? Ici, on compare dans ces plots, dans ce graphe, les différentes missions actuelles que l'on a. Donc ici, vous avez LIGO, la première génération de LIGO, la version de LIGO Advanced, donc la version actuelle de LIGO, et le Einstein Telescope se situera à peu près dans cette zone. Donc on va observer des fréquences qui vont de 1 Hz à 10 puissance 4 Hz.
Et ici, c'est intéressant de voir qu'on va observer des objets compacts, des systèmes binaires d'objets compacts et des supernovas. On a d'autres types de missions. Je crois qu'il y a 2 ans, il y avait Antoine Petitot qui était venu vous parler de LISA. Donc c'est une mission spatiale qui permettra de détecter les ondes gravitationnelles, qui, elle, va observer plutôt des binaires assez massives. Et il me semble, en automne dernier, vous avez mon collègue Michael Faxa qui est venu vous parler de PTA, donc qui est une autre méthode de détection d'ondes gravitationnelles, et qui, lui, va étudier plutôt des sources très très massives et ce qu'on appelle le fond stochastique. Donc ça, c'est toutes les missions qu'on va avoir, et le Einstein Telescope va se situer ici. Et maintenant, si on zoome un peu, alors, on voit absolument rien. Bah alors, il y a 3 courbes grises. Il y en a une là, il y en a une là. Et bon, je peux revenir sur celle d'avant, je vais essayer d'expliquer avec celle-là. Donc ici, vous allez avoir, grosso modo, c'était cette zone-là avec plus de détails. Et vous avez le Einstein Telescope qui va être ici. Et donc ici, vous avez sa sensibilité au final. Ici, vous voyez, vous avez 10 puissance moins 22, moins 24. Et ça, c'est l'amplitude de l'onde gravitationnelle qu'il peut détecter. Donc on voit que l'intérêt de cette nouvelle configuration, c'est qu'on va avoir la capacité de détecter des ondes gravitationnelles beaucoup plus faibles, et donc de voir énormément plus d'objets. Et donc pour vous donner... Bon, ça c'est le graphe qu'on ne voit pas. Donc des objectifs astrophysiques. Donc si on est plus sensible, on est capable de voir plus loin, et donc on serait capable d'observer l'univers jeune. Et ça permettrait de répondre à énormément de questions, comme voir des trous noirs primordiaux, donc les premières générations de trous noirs qu'on n'a jamais observées et qui intéressent pas mal à la communauté. Observer des choses un peu plus exotiques, comme ce qu'on appelle les cordes cosmiques, qui sont passées quand l'univers était très très jeune, ou voir ce qu'on appelle aussi des transitions de phase. L'univers, dans sa jeunesse, a passé... il y a eu des phénomènes très actifs au tout début de l'univers et qui auraient pu émettre ces ondes gravitationnelles. Et aujourd'hui, on n'a quasiment aucun moyen de les observer, et le Einstein Telescope pourrait répondre à cette question. Et aussi, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier les populations de systèmes binaires d'étoiles à neutrons et systèmes binaires de trous noirs. Donc, plus on en voit, plus on a une idée de la population et on peut en tirer des informations. Donc ici, on pourrait voir, en une année, on pourrait voir 10 puissance 5 à 10 puissance 6 trous noirs, fusions de trous noirs par an. Bon, un petit peu moins d'étoiles à neutrons par an, mais contrairement à ce qu'on a aujourd'hui, on a à peu près une détection tous les 2 jours. Ça nous donnerait beaucoup, beaucoup plus d'informations. Et surtout, ce qu'on recherche, c'est la contrepartie électromagnétique. Donc ici, vous voyez qu'on en aurait entre 10 et une centaine par an. Donc à date, on a juste l'événement que je vous ai montré, 170817. Donc ça nous donnerait énormément d'informations sur la physique des étoiles à neutrons, leur mécanisme, leur formation, et beaucoup de choses. Donc ici, j'ai mis le redshift, alors c'est la distance. On peut avoir quasiment tout l'univers observable. Donc c'est ce qu'on a sur ce graphe. Ici, on voit qu'on pourrait observer à peu près toute la matière qu'il y a dans l'univers avec le Einstein Telescope. Donc bon, ces graphes, je vais essayer de vous les expliquer. C'est les populations d'étoiles à neutrons et les populations de trous noirs. Donc il y a des gens qui travaillent à essayer d'estimer la population, combien il y a d'étoiles à neutrons, de systèmes binaires d'étoiles à neutrons dans notre univers, et en fonction de la distance. Et donc ce que vous voyez ici en bleu, c'est on estime à cette distance-là, il y a tant d'étoiles à neutrons, à telle distance-là, il y a tant d'étoiles à neutrons. Et aujourd'hui, ce qu'on détecte, c'est la barre verte. Donc ce que vous voyez, c'est qu'on détecte déjà de loin, pas loin, et on a une infime on observe une infime quantité d'étoiles à neutrons. Donc on n'a absolument pas d'idée sur la population générale. ET, donc le Einstein Telescope, lui, ça serait la partie orange. Donc vous voyez que déjà, on aurait une meilleure information de toutes les étoiles à neutrons. Puis on voit plus on va loin et moins on a observé. Mais c'est plutôt flagrant sur les trous noirs. C'est pareil, le même code couleur. La population qu'on imagine de trous noirs, c'est la partie bleue. Et puis, aujourd'hui, actuellement, on estime qu'avec le Virgo et LIGO, on peut observer la partie verte. Et le Einstein Telescope va nous donner une information sur toute la partie orange ici. Donc ça nous donnera énormément d'informations. Donc ça, c'est un autre graphique qui vous donne un peu, on va dire, l'âge de l'univers. On part du Big Bang, on va 13,8 millions d'années plus tard et on est à peu près ici.
Donc il a fallu, on voit le développement des objets dans l'univers, les balbutiements des premières galaxies, la formation des galaxies, la formation de clusters de galaxies. Donc on voit que les secondes générations de détecteurs, donc LIGO, Virgo, on voit à peu près à cette distance-là dans l'univers, et donc à cette distance-là aussi dans le passé. Donc on peut y voir certaines structures de galaxies. Et le Einstein Télescope va nous permettre d'arriver à une période où l'univers était encore vide. Donc c'est pour ça que je disais, le Einstein Télescope va nous permettre d'observer tous les objets visibles dans l'univers, ce qui sera capable de voir tellement loin dans le passé qu'il verra l'univers quand il n'y avait encore rien dedans. Donc là, dernière équation des slides, mais je voulais vous parler d'une méthode, d'un objectif cosmologique du Einstein Télescope. On n'essaie pas juste d'étudier les étoiles à neutrons et les trous noirs, on essaie de tirer plus d'informations sur l'univers. Et donc on a une loi de Hubble, qui relie la vitesse d'éloignement d'une galaxie avec sa distance. Il y a juste ici cette valeur H0 qui est une constante. Donc c'est linéaire, c'est un calcul assez simple. Sauf que simplement ce H0 qui est une constante, on n'arrive pas à se mettre vraiment d'accord sur la valeur. Alors, en haut, vous voyez, tous les points de couleur, c'est des expériences qui ont été mises en place pour essayer de déterminer la valeur de H0. Donc il y a des expériences, ici en haut c'est marqué early, donc c'est des expériences qui ont été basées sur l'univers jeune. Donc typiquement c'est des expériences qui ont été basées sur les mesures du Cosmic Microwave Background, donc le fond diffus cosmologique. Et donc on voit les valeurs sont à gauche parce qu'elles tournent autour de 67 avec plus ou moins une incertitude qui est la longueur de la barre. Et vous voyez ici, vous avez d'autres expériences qui ont été mises en place et qui est basée plutôt sur, comme on dit, l'univers vieux, donc l'univers qui est proche de nous. Et on va voir que les valeurs, elles sont plus à droite et elles tournent autour de 73. Et donc ça pose problème parce que dans le calcul à droite, 73 et 67, ce n'est pas forcément la même chose. Donc c'est un problème qu'on a et le Einstein Télescope pourrait résoudre ce problème avec ce qu'on appelle les Dark Sirens. Donc là, je vais essayer de vous parler des Dark Sirens. Donc pour faire très simple, comme je vous ai dit, on va pouvoir observer des dizaines, des milliers, des dizaines de milliers d'événements par an. Et on n'est pas forcément capable, on est capable, je veux dire, d'avoir une idée de la position dans le ciel de l'événement. Donc c'est cette espèce d'ellipse. On se dit, oh, ça vient de cette zone-là, mais on n'a pas vraiment d'idée exactement d'où ça vient. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, ça fait des années que des astronomes, avec des télescopes optiques très puissants, cartographient le ciel et vont mesurer la position d'énormément de galaxies. Donc l'idée, c'est de se dire, quelles sont les galaxies qui sont dans ce cercle-là. Donc on croise un catalogue et notre ellipse, puis on va voir qu'il y a tous ces points ici. Donc là, on se dit, disons qu'il y a, je sais pas, disons 500 galaxies. On se dit, il y a 500 galaxies qui pourraient être qui pourraient contenir la fusion de deux trous noirs ou la fusion de deux étoiles à neutrons. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le H0 pour chacune de ces points verts. Et puis, on va regarder la probabilité que ça soit... on va regarder le nombre de fois qu'on a une valeur autour de 50, une valeur autour de 100. Puis, on vient sommer, puis on vient voir que toutes les valeurs vertes ici, ça nous donne la courbe verte là. Puis, on voit que les valeurs, elles sont autour de à peu près 70. Et on voit que la distribution ressemble à ça. Et donc ça, là, la courbe ici, elle n'est pas forcément précise. Mais si on a 10 000, 100 000 événements en 3-4 ans, on va pouvoir affiner cette courbe. Et donc, statistiquement, en fait, juste en croisant un catalogue de galaxies et en croisant la probable position dans le ciel, on arriverait à écraser cette courbe et puis avoir un grand pic qui se forme exactement sur la valeur de H0. Et cette valeur de H0 serait une énorme avancée en cosmologie d'avoir la mesure de la constante de Hubble. Donc ça, c'était un des objectifs du Einstein Télescope. Donc j'ai été très très vite. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'aujourd'hui, ET va détecter 10 puissance 4 à 10 puissance 5 fusion de trous noirs ou fusion d'étoiles à neutrons par an. Aujourd'hui, au 4, donc le quatrième run d'observation de LIGO Virgo, on est à peu près à 2 à 3 détections par
une détection tous les 2-3 jours. Et là, je voulais vous partager celle-là, qui a été détectée à 15 heures aujourd'hui. Donc la toute dernière ressemble à ça. Donc ça vous donne... alors là, ici, vous avez une carte du ciel. Et on a ici la probabilité que la fusion étoile, la fusion de... C'était à 99, plus de 99% sûr, on sait que c'est une fusion de deux trous noirs. Et on est à 50% sûr que ça vient de cette zone-là. Et 90% sûr que ça vient de la grande ici. Et donc ça, on en a à peu près, depuis le début du deuxième partie du run de O4, on en a comme ça des détections maintenant à peu près tous les jours. C'est un peu plus rapide que la première partie du run. Donc voilà, je pense que j'ai été rapide, non? Et si vous avez des questions, c'est le moment.